Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois mon grand ami et mon vieil ami, dommage pour tous les deux, Éric Lanfray, un ami de 50 ans maintenant. Ça commence à durer. Bon, il faut dire quand même qu'on a démarré, hein, Éric, ensemble. On n'était pas vieux, hein, Très jeune, ouais. on était très très jeunes pour l'époque. Ça se faisait moins qu'aujourd'hui, peut-être, ou je ne sais rien. Enfin, il y avait du monde. Comment vas-tu, Oui, on Éric? a, bah, écoute, ça va très bien. Je suis très content que tu me reçoives là, pour ton émission. Et puis, voilà, on va parler des souvenirs. Comme tu dis, on avait 14 ans, 13 ans, 14 ans. 13-14 ans, voilà. Ça date un petit peu, Eh mais oui, c'est comme ça. ça date, mais ça passe vite quand même, hein. Ouais, Il n'empêche bien que sûr. on a l'impression que c'était pas hier. Quand on dit ça à un gamin d'aujourd'hui qui a 16, 17 ans, il dit ouh, mais quand on arrive là où on est, on se dit ça passe quand même très très vite, hein. Et Malheureusement. puis toi, tu es Et encore ben, dans le circuit, c'est la beauté du tir, quoi. oui, ben, moi, je me fais encore plaisir. Je Ouais. tire bien moins bien, mais des moments, ça va encore pas trop mal. Puis, j'ai la chance d'avoir maintenant mes petites filles qui viennent tirer, qui s'intéressent au bantrap, et c'est Bon, motivant. on va y revenir, là, Voilà. on a préparé. Donc, toi, tu as commencé très très jeune, tu avais quel Oui, âge? moi j'ai commencé vraiment à 12 ans, comme beaucoup ont commencé dans le bantrap, c'est-à-dire sur les ballots, Ouais. les tirs de campagne. Voilà, j'ai gagné mon premier concours de campagne à 12 ans. Et c'est ton Et grand-père, je crois, qui t'avait mis sur les qui m'a rails. mis sur les rails, oui, qui était tireur de longue date, et qui a arrêté, et qui m'a fait tirer pendant quelques années, et qui m'a permis d'avoir un bon niveau et de m'aider à participer aux compétitions, parce que quand on est jeune, quand on est ado, il faut que les parents Ouais. suivent, emmènent, et donc c'est ce qu'il a fait pendant 4-5 ans. C'est beau, alors Voilà. la dynastie des tireurs de la famille Lanfray a commencé dès le grand-père, ton grand-père, toi. Et ensuite, il y a eu Et mon fils qui a tiré en junior pendant de nombreuses années, très très bon tireur. qui a bien tiré, il a été aussi en équipe de France junior, il a fait des médailles, des champions de France, des médailles internationales, champions d'Europe. Voilà, après, bon, la vie est faite comme ça, il s'est arrêté de tirer à 21-22 ans, des problèmes professionnels, après mariage, les enfants, donc Mais je crois qu'il d'autres reprend. priorités. Il reprend, hein. Et il a repris là, depuis 2 ans un petit peu, mais là il va essayer il a envie De le faire de le plus. faire un peu plus régulièrement. Et puis comme sa fille commence à tirer, Ah voilà, ça va le motiver. on arrive aux deux petites pépites là, que tu nous as trouvées dans la famille. Je te laisse en parler parce que Ouais, j'ai eu l'occasion de les voir tirer. C'est vraiment un plaisir et sûrement c'est sympathique. beaucoup de motivation pour l'avenir. Oui, bah écoute, déjà j'ai ma petite fille, Ella, qui tire depuis 3 ans, mais qui tire, je dirais pas régulièrement parce qu'elle fait un autre sport À mon à un niveau. bon niveau, et elle joue au foot. Et maintenant, cette année, elle est très motivée pour tirer régulièrement et faire de la compétition surtout. Et elle a fait beaucoup de progrès là, depuis 2-3 mois, donc on verra. Et puis ma deuxième petite fille, Chloé, qui débute cette année, quoi, et, qui a que 13 ans, donc elle a beaucoup de temps encore, et qui commence à progresser bien, puis qui est très intéressée, très motivée. Donc c'est plaisant d'aller au tir, Ah ben, on je n'est suis pas tout d'accord, seul. oui, oui, non. Puis quand c'est des petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, c'est sûr que c'est source de motivation, pas seulement pour toi, mais pour elle aussi, hein. Je crois que Oui, oui, bah, elles sont contentes, hein. Samedi, par exemple, je les ai emmenés à un stage fédéral là, à Lons-le-Saunier. Donc, ouais, un elles ont stage tiré de préparation et de ouais, recrutement un petit ça peu. c'est bien, c'est une bonne Et, initiative de la fédération ouais, de tir, je donc, trouve, hein. bon, il y avait une dizaine de jeunes. Ouais, C'était bien, quoi. Il y avait bon, quelques jeunes qui tirent déjà pas mal, très bien, et puis d'autres qui étaient plus dans la catégorie débutant, mais
ils ont progressé au cours de la journée. Oui, parce que aujourd'hui, le souci, c'est le renouvellement du cheptel des tireurs, quoi. Oui, des belles trappes, la Les jeunes. relève, Je- c'est assez compliqué parce que moi qui m'aperçois maintenant que je tire donc en super vétéran, Ouais. et les vétérans, c'est pratiquement Les gamins, 40% des tireurs aujourd'hui dans les grands prix, et on n'a que 2, 3 ou 4, 5 juniors ou cadets, quoi. ouais, Donc ouais. il y a vraiment un travail de recrutement et d'éducation dans des écoles de tir ou autres pour ramener un peu des jeunes, quoi, Ouais. comme dans vos sports. Mais déjà, avant de les éduquer, il faut qu'il y en ait, parce que s'il n'y a plus personne à éduquer, tu te rappelles de notre époque, quand même, quoi. Enfin, je veux dire, je ne veux pas faire le Oui, vieux combattant, mais quand je dis on que avait des compétitions à 30, 40 juniors, hein. ouais, 40, 50, et parmi les Ouais, 50 juniors, ouais. un championnat de France avec, avec 50 ou 60 juniors, il y avait toujours 3-4 qui étaient dans les 10 premiers scratch. Oui, régulièrement. Ouais. Ok, Vrai. parle-moi un petit peu de cette époque. Bah, écoute, donc moi j'ai débuté les grandes compétitions, grandes compétitions, les championnats de ligue en 70, Mm. voilà. 72, j'ai été champion de France junior, Mm. déjà il y a 50 ans. Mm. Voilà, et puis après, on a fait notre carrière c'était le début du Club France. Donc on a eu la chance d'être Club France ensemble plusieurs années, et puis de faire des beaux podiums, quoi. Et puis, surtout, on était quand même une dizaine de tireurs à tirer à un niveau, comme tu dis, du scratch, quoi. Mm. Voilà. Ouais, parle-moi des noms là, des tireurs de l'époque. Les juniors de l'époque, c'était Pierre-Marie, Christophe Blain. Non, pas Pierre-Marie, excusez-moi, il n'était pas commencé. Après, Après, oui, non, Christophe Blain, oui. oui, Christophe Blain, c'est qu'il y avait 113. Ah ben il y avait un gars qui était ami avec toi, il y avait Didier, Didier Bretin, ouais, Didier Bretel, qui, moi je me rappelle quand j'avais démarré, c'était le champion de France en titre. Ah, voilà, c'est ça. C'était un très bon tireur. Ouais. 13, je crois. Ouais, il y avait un célèbre Corse, Il y avait Martinetti, François qui tirait Martinetti. à un niveau très exceptionnel. Ouais, c'était des tireurs. Après, il y avait beaucoup de monde aussi de Bordelais. Voilà. Jean-Richard Éric Servari, Leymarie. Leymarie, qui Ouais. était, oui, Éric qui était Leymarie. Éric Leymarie, qui était un joyeux luron, un brave garçon qui nous faisait bien. Ah, oui. Sur la Côte d'Azur, il y avait William Rossory. William Rossory. Et comment il s'appelait son copain, là, Falky, le petit bonhomme. Il y avait, si, un gars qui était très bon, Christian Demar aussi, qui était. Oui, mais après. Ouais, mais non, dans la période de. Oui, enfin. Fin de junior, début senior. Ouais. Un gars, je me rappelle, il n'y avait pas un gars aussi, un grand costaud de Bretagne. Il y avait Drouet. Drouet. Il y avait Jean-Marie Maugère. Ah, ben Jean-Marie Maugère, qui était un très grand tireur. Il y avait un autre Corse, je crois, mais un peu plus tard, il est arrivé, mais un petit peu plus tard. Codaccioni, qui était un garçon. Après, voilà. On en oublie sûrement, mais je suis auprès de ceux qu'on oublie. Et puis, il y en avait surtout. Il y avait toute une équipe de juniors de la région, là, de l'Ardèche et tout, qui était managée par M. Clapier, le père Frédéric G. Oui, Frédéric G. Ensuite, il y avait, comment il s'appelait, qui est maintenant sur la Martinique ou la Guadeloupe. Vincent Delaye. Vincent Delaye, qui le fait. C'est quand même après. Oui. C'est une génération pratiquement senior. Monsieur Clapier, je ne me rappelle plus son prénom, parce que j'ai tendance à dire Michel, parce que maintenant Michel. C'est Olivier Clapier a managé toujours un petit peu des jeunes. Là, c'est vrai. Un homme qui a aimé le ball trap et puis qui a donné pour le ball trap. Qui aimait beaucoup le ball trap et qui a donné énormément
pour le Baltrap. Ouais, ouais. Bon, et toi, alors ton palmarès, si on fait le point aujourd'hui, euh, je ne dis pas que tu ne vas pas encore le, le faire fructifier, ce palmarès. C'est bien, c'est Mais, l'année. mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort? Bah, écoute, j'étais champion de France junior, champion de France senior Universel, olympique? Universel, champion de France senior universel olympique. Alors, où ça? Après, Universel? c'était Migel, Migel, oui. en souvenir. Bien sûr. Premier titre, Et olympique? une fois Antibes. Et puis après, Quelle j'ai année gagné olympique, 84. Ouais. Après, j'ai gagné la Coupe de France. À l'époque, on tirait la Coupe de France. Oui, c'est vrai. 85, je Où ça, à pense. Bordeaux? Antibes, c'était cette année-là. ouais. Olympique. Et puis, après, bon, à part les années Club France et équipe de France, j'ai fait plusieurs fois des médailles. J'ai loupé plusieurs fois le titre. Comme, on gagne, mais on en perd beaucoup. C'est le tir. Le jour où il faut gagner, il faut gagner parce que autrement, ça ne se représente pas. Oui, c'est pas évident. Et puis après, j'ai eu la chance d'être champion de France vétéran il y a 9 ans, je crois. Et puis, peut-être on espérera d'être champion super vétéran, on a bouclé. Il n'y a pas beaucoup de tireurs qui auront fait le parcours. Et il y a un parcours assez long. Et puis après, et alors, qui c'est qui reste là, on va dire, quels sont les amis que tu as depuis ce temps-là, qui continuent à tirer? Qui continuent à tirer, il y en a encore, mais quand même pas beaucoup. J'ai beaucoup de. Je pense à un en particulier. Oui, j'ai mon copain, bien sûr, Christophe Blain, qui a arrêté ces dernières années. On a fait un parcours de pratiquement 40 ans ensemble. Vous étiez les frères jumeaux, un peu. Oui, on était voisins et on était toujours ensemble. Oui, c'est vrai que on a fait beaucoup de déplacements en équipe de France ensemble. On a eu la chance, avec d'autres tireurs qui sont devenus des amis au fur et à mesure des années, avec Patrick Mahot. J'ai pensé à Patrick Mahot. Voilà. Qui lui continue. Pilier, oui, je l'ai fait reprendre. C'est des tireurs qui ont arrêté pendant 20 ans quand même, et qui ont repris quand on a fait une petite équipe d'amis en Guadeloupe il y a une dizaine d'années. Donc on a fait retirer des gens comme Patrick Mahot, comme Christophe Galpa, qui avait arrêté malheureusement aussi. Et puis voilà, après on a des Marc Tosolini, des Georges Jorin, ces gens où on a tiré. C'est sûr que des années avec d'autres, le regretté Année, bien sûr, Jean Année, qui a tiré avec moi en équipe. On a eu la chance d'être champion du monde ensemble. Voilà. Mais bon, j'ai mon ami qui est vraiment toujours à fond dans le Baltrap, c'est Alain Mani, qui s'occupe de son club à merveille, et puis qui est toujours à fond, toujours à un niveau exceptionnel pour son âge, il faut le dire. Un grand tireur, Mani, ça a été. D'ailleurs, je pense à le contacter prochainement pour une interview. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à nous dire. À raconter aussi. À raconter. On a fait beaucoup de voyages ensemble, de sélections. C'était des grands périples à l'époque. Tu nous as parlé, tu m'as parlé d'avoir relancé la carrière ou l'intérêt pour le tir de certains tireurs avec la Guadeloupe. Alors déjà, c'est un argument qui me paraît être plus qu'intéressant, mais tu as une forte relation, un lien d'amitié énorme avec tout ce qui touche à la Guadeloupe. Bah, écoute, voilà, c'est des relations de tir, de Baltrap, qui sont devenus des amis. On a fait un premier Grand Prix il y a 21 ans en Guadeloupe. Et puis, on a tissé des relations avec 3 personnes qui sont devenues des grands amis. Et j'ai la chance d'aller toutes les années disputer ce Grand Prix des Caraïbes et puis de passer quelques jours avec eux. Et j'ai fait venir beaucoup de monde en Guadeloupe à l'occasion. Je te précise quand même que ce Grand Prix des Caraïbes, depuis 4 à 5 ans, on le sponsorise de manière assez bien sûr, très très bien sponsorisé. J'espère que cette année, après toutes ces années de Covid et
dur pour le tir. On va reprendre avec un peu des métropolitains qui vont se déplacer et profiter des installations de la Madeleine qui sont vraiment magnifiques. Je vous signale quand même que je sponsorise et le seul qui n'ait jamais été, c'est moi. Il va peut-être falloir que vous soyez gentil avec moi et que vous m'invitiez. C'est certain. Ça me ferait bien plaisir d'aller voir mes amis dans la Guadeloupe parce qu'aujourd'hui, à travers toi, on a tissé tout un réseau d'amitié là-bas et je dois dire que je suis souvent impressionné par les résultats de certains en ski, en fosse, etc., où il doit y avoir quand même là aussi une certaine forme de génétique qui fait qu'il y a des qualités chez les tireurs de la Guadeloupe. Il y a quelques tireurs qui sont à un très bon niveau. Malheureusement, ils ont du mal à se mesurer avec le niveau national parce qu'ils ne font pas de compétition avec les tireurs métropolitains. Pour venir en métropole, c'est un gros budget. Et puis, il faut dire aussi que là-bas, tous les sports sont vraiment bien représentés et très bien encadrés. C'est vrai. Et puis, les conditions c'est vrai que le climat et tout ça leur permet de pratiquer dans de bonnes conditions. Toute l'année, pratiquement. Le tir est pratiqué sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. En opposition, et maintenant j'en parle, je perds son nom, mais il y a un tireur qui est très proche de la société Shootop, qui tire avec nos produits, mais qui tire à Saint-Pierre-et-Miquelon, où là c'est l'inverse, malheureusement. La saison est tout à fait restreinte et ils n'ont pas les mêmes facilités au niveau du climat. Ouais. Voilà. Qui a commencé donc à 13 ans et à ce moment-là, même si c'est le grand-père qui t'a fait tirer, etc., est-ce que quand tu es arrivé sur les stands de haut niveau, tu avais un exemple, ou plusieurs d'ailleurs, est-ce que tu avais des gars qui te faisaient rêver quoi? Oui, bien sûr. Celui qui nous a tous fait rêver quand même à l'époque, et j'ai eu la chance de côtoyer quand même longtemps, et en équipe de France, c'est Michel Carrega, qui était déjà champion du monde à mes débuts, et qui l'a été encore plusieurs fois pendant que je tirais. J'ai eu la chance de l'accompagner en championnat d'Europe du monde, junior et après senior. Voilà, je pense que c'est certainement le plus grand tireur qu'on a vu dans la longévité aussi, et puis la qualité de ses scores et de la maîtrise qu'il avait pour gagner. Quoi. La maîtrise pour gagner, et puis le geste, quoi, le geste pur. Le plus simple. Ouais. Sûrement, et dans les champions internationaux, tu en as qui t'ont plus ou moins marqué également, après, dans ta carrière? Que j'ai rencontré, il y a bien sûr Giovannetti, ancien champion du monde aussi, qui a dû être olympique, deux fois olympique, oui. Italien. Ouais. Et puis, il y a eu aussi, on a côtoyé Ascue, espagnol pendant des années, qui était un peu atypique, très atypique, comme tir, une vitesse de tir incroyable, et qui était quand même toujours là et régulier, qui a tout gagné pratiquement en 3-4 ans. Je crois pas, mais les champion du monde, FU, FO, Europe, les France, il est venu et il nous a gagné. Oui, c'était un tireur incroyable. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tireurs rapides, etc., on n'a pas la notion de ce que pouvait être la rapidité du tir de Ascue. C'est-à-dire que j'espère que je ne vais pas être pris pour un affabulateur, mais j'ai déjà vu Ascue tirer sur certaines planches, en particulier, je me rappelle à la fosse olympique à Montauban, où 3 fois sur la planche, l'arbitre lui a donné no bird, croyant que le plateau avait été cassé dès le départ, alors qu'il l'avait cassé à 1 mètre à la sortie de la fosse. Personne n'a jamais compris quelles étaient les bases
de la technique de la secouée. Ouais. Sincèrement, parce que pour le technicien, je pense être, c'était en dépit du bon sens. Donc, je veux dire, la notion d'aller à Rome par plusieurs chemins s'explique aussi au niveau du tir, parce que il y a un tireur espagnol aujourd'hui qui est mon importateur aujourd'hui, qui s'appelle Ruben Abades, qui me donne un petit peu la même impression, sans avoir vraiment la même vitesse, qui me donne un petit peu cette vitesse. Et les tireurs actuels, justement, les grands tireurs actuels, il y en a certains qui t'impressionnent. Ouais, écoute, il y en a quand même quelques-uns qui sont très bons sur ces dernières années. On parlait d'Antonin Désert en France. En France, hein, à la fosse olympique maintenant, mais qui a gagné beaucoup à l'universel et qui dure dans le temps. Clément Bourg. Et puis maintenant, bien sûr, Clément Bourg dans les jeunes, c'est ce que j'allais dire, qui, je pense, va faire une belle carrière. Parce il a déjà été champion du monde junior, mais il est en train de faire son trou en senior en équipe de France. Il n'y a pas que lui, voilà. Il y a des gars comme Nathan Thuillier en France. Il y a Sébastien Géraud qui est toujours là. Sébastien qui est toujours là, qui cherche la place. Et qui a encore de belles années de lui. Et puis, dans la maîtrise et la longévité, il y a notre ami Jean-Pierre Chabathieu, qui est quand même encore, qui nous a tous tapé à la sélection. Il y a eu cette célèbre équipe de France qui a gagné des titres. Clamence, Tron, Chabathieu. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, Yves Tron, j'ai côtoyé très longtemps aussi. 2 fois champion d'Europe. 2 fois champion d'Europe. Et faux. Aucun autre, à part Carrégor, on va dire. À part Blondeau en 80. Non, mais 2 titres, je pense qu'il y a que. Il y a que. Voilà. Bien sûr. Et heureusement que tu parles de Bernard, qui lui, alors, est resté au haut niveau. Très longtemps. Je pense que la première fois que je l'ai vu émerger, il a gagné le championnat de France en 1976, il me semble, devant Carriga, à l'Olympique, à Antibes. Et puis, ça a duré très longtemps. Il a un palmarès. Notre carrière avec lui. Ouais. Dans ta vie courante, le tir. Alors, je sais que ça représente beaucoup parce que c'est ton hobby, etc. Mais est-ce que dans le développement de ta personnalité, dans certaines actions que tu mènes dans la vie ou le contrôle de toi-même, le tir t'a apporté beaucoup au quotidien? Oui, le tir m'a apporté beaucoup. Déjà, beaucoup plus de maîtrise sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, comme on en a tous, aborder les choses différemment. La préparation aussi m'a permis d'avoir une hygiène de vie un petit peu. J'ai toujours été sportif, mais bon, ça te tient quand même en forme. Et quand tu es en forme, mentalement, tu es toujours plus fort. Et puis, beaucoup de contacts, beaucoup de relations qui m'ont permis, au niveau professionnel et autres, d'avancer dans la vie et de faire une carrière professionnelle assez sympathique. Tu as astreint quand même à une hygiène de vie importante. Plus maintenant. Non, je vois voilà, ça. Je mange bien maintenant. Mais bon, oui, on s'entraînait sportivement. J'ai joué au foot. Oui, je ne buvais pas d'alcool jusqu'à 40 et quelques années. Et puis des sports, foot, tennis, jogging, toujours du sport. Quoi. Oui, c'est important. C'est important de se maintenir et pour avoir de la régularité, ça c'est sûr. Tu es mieux placé que quiconque pour faire le point un petit peu de l'évolution de l'image du tireur et du tir en général au plateau dans notre société. Comment tu vois évoluer les choses par rapport au début où on a tiré et puis aujourd'hui? Bon, déjà, nous, à nos débuts, on n'avait qu'une fédération, donc on a tiré, je pense, beaucoup. On a eu la chance d'avoir beaucoup plus de compétitions que les tireurs d'aujourd'hui, qui sont par fédération séparées. Et nous, on était en équipe de France, on était en FU, on tirait bien, on était sélectionné en FO. Donc, ça permettait de faire au moins
5-6 compétitions dans une saison internationale. Aujourd'hui, en FU, on en fait 2. Si on est en équipe de France, c'est très difficile. Et les Faux Olympiques, il y a 3 tireurs qui font les 4-5 compétitions annuelles, quoi. Bon, l'évolution, je pense que déjà, nous, on est passé à l'évolution des cartouches. Donc, moi, j'ai tiré 36 grammes à mes débuts, quand même. En 72, après les Jeux de Munich, on est passé, plein la gueule. Ouais, on est passé à 32 grammes. On a mis 1 an ou 2 pour mettre au point les fabricants. Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à s'adapter. Après, c'est parti. Et puis après, on est repassé encore 28 grammes, je crois, dans les années 85. Voilà, puis 24 pour la Fausse Olympique, 10 ans après, quoi. Voilà, et alors, si on parle plus philosophiquement, si tu veux, l'image qu'on a par rapport aux gens qui sont extérieurs au tir, comment ça je pense qu'on a quand même une image que c'est un sport qui a du mal à faire surface aujourd'hui, qui a du mal à être médiatisé. Oui. Ça a toujours été le cas, bien sûr. Mais, je veux dire, aujourd'hui, avec les moyens, beaucoup d'autres sports qui sont des petits sports, même avec moins de licenciés, sont plus télévisuels et plus représentatifs peut-être de la société. Le ball trap est toujours associé avec une petite image chasse, arme, qui n'est pas très favorable à son développement, je dirais. Oui, alors, moi je pars du principe quand même, déjà qu'il faut arrêter de. J'en ai déjà parlé avec un de tes prédécesseurs, arrêter de casser du sucre sur les chasseurs, parce que je suis à la fois du contraire. Moi je ne suis pas chasseur. Moi je suis chasseur. Non, mais ce que je veux parler, il faut arrêter de casser du sucre sur les chasseurs, parce que s'il n'y avait pas eu de chasse, eh ben on serait pas eu de tir. Okay. Non, mais tout simplement, il n'y aurait pas d'humanité. Les êtres humains, à la base, sont OK. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est essentiel, mais la façon de faire qui cherche à montrer qu'un chasseur est un criminel, bon, il y en a assez maintenant, parce que voilà, souvent les chasseurs sont les plus grands écologistes qui existent, parce que s'il y a des gens mieux la faune, voilà, qui sont là, aussi bien les pêcheurs que les chasseurs sont là pour respecter les choses. Et moi, je crois que, comme un de tes prédécesseurs le disait, qu'il y ait un petit peu plus d'entente entre les deux fédérations et la fédération de chasseurs pour restituer une image globale du tout qui ferait que, voilà, moi, ce que je voulais un peu te faire dire, et je vais te faire dire maintenant parce que c'est la vérité, je pense, quand on a commencé, on disait je suis tireur de balle trap, on te disait, on avait une certaine forme d'image, une image classe, on peut le dire, et de maîtrise de soi-même, de trucs, de pratique. Je dirais que un peu l'image du golf d'aujourd'hui. Hein, qu'aujourd'hui, on est presque obligé de se taire et de dire rien du tout, parce que si tu dis que tu es tireur, c'est mal vu par les personnes. Ça fait du bruit, ça pollue. Pas plus qu'autre chose, mais oui, bon, il faut aussi faire des efforts pour. Voilà, par contre, il faut que ça soit équitable. Donc, que nous, on fasse des efforts. Voilà, bien sûr. Pour installer des stands qui sont insonorisés, et puis au niveau de la pollution, la ramasser et récupération du plomb, des bourgs, comme beaucoup de stands se mettent à faire. Et je pense que c'est très bien et qu'on a un équilibre écologique qui pourrait nous permettre de durer dans le temps. Le risque pour notre sport, aujourd'hui, le plus grand risque, c'est quoi pour le devenir, pour le futur? C'est surtout d'avoir des stands de tir, hein, parce que ça devient compliqué de pratiquer pour un certain nombre de tireurs qui sont assez éloignés de stands. Et déjà, ces stands sont ouverts pratiquement qu'une fois ou 2 par semaine. Et bon, c'est compliqué pour se déplacer toutes les semaines. Est-ce que la solution, c'est pas de regrouper, toujours garder les petits stands pour vivre à proximité, mais également de se regrouper dans des gros stands, des infrastructures qui sont ouverts tous les jours, d'après ce que je comprends de ce que tu me dis, quoi, des infrastructures un peu reconnues et
patronnés aussi, peut-être par les fédérations, comme ils sont en train de le faire, mais dans des régions où il y a un potentiel tireur, quoi. Comme dans le Rhône-Alpes, on a énormément de tireurs, on a beaucoup de petits stands, et on n'arrive pas à avoir un grand stand régional. Le problème, c'est de trouver l'endroit. L'endroit où on te laisserait déjà le créer et ensuite l'exploiter. Dans toutes ces années de tir, il y a des anecdotes qui te reviennent un petit peu à la tête. Des anecdotes, on a beaucoup de petits souvenirs. Ouais. Des déplacements à l'étranger où on est arrivé, on n'a pas eu nos fusils, par exemple à Moscou ou en Espagne, on n'a pas eu les fusils avant le jour de la compétition, donc pas d'entraînement, pas de... Voilà. D'autres anecdotes, en Espagne où on n'avait pas les fusils, on était obligé de coucher sur place, par exemple. Et le lendemain, on récupère nos fusils, tout content, et on s'en va avec les chariots, et les valises et tout. Et puis, on a un de nos tireurs, toujours, qui nous fait des petites farces, qui allait trop vite et qui a explosé la porte coulissante. Donc, arrêt de toute l'équipe. Bon, voilà. Et puis après, quel était ce tireur? Oh. Blondeau? Bernard. Tu vois, je n'étais pas au courant de l'anecdote, mais Bernard Blondeau, je me rappelle, champion d'Europe à Dorchester. Il était à l'époque réparateur de télévision, enfin, il s'occupait de tout ça. Et il avait voulu nous montrer qu'il savait réparer les télés. Il avait démonté entièrement la télé de la chambre. Et le problème, c'est qu'il n'a jamais remarché. Il n'a jamais su la remonter entièrement. Quand on est parti, la télé était en pièces détachées sur le comptoir de la chambre. Bon, ça, excusez-moi, je passe cette anecdote parce que ton anecdote me fait ça. Est-ce que tu étais avec nous? En fait, est-ce que tu étais. Non, peut-être pas. Les champions du monde, Corriga était champion du monde, on était champion du monde par équipe d'ailleurs. Et où il s'amusait à appuyer sur l'ascenseur, les boutons de l'ascenseur de l'hôtel où on était. Et puis, il y avait notre entraîneur de l'époque, M. Marie, le grand Jacques Marie, qui, quand il prenait l'ascenseur, alors ça s'ouvrait à tous les étages, il devait y avoir 15 étages, et il piquait des crises de colère. On n'arrivait pas à monter. On a eu fait ça. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un mauvais souvenir ou je sais pas, quelque chose où tu n'as pas pu terminer une compétition? Pas vraiment des mais des mauvais souvenirs. Après, c'est bien des bons. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, on gagne et pour gagner, il faut en perdre beaucoup, quoi. Donc, les mauvais souvenirs d'un championnat en Antibes ou même à Lezoux, là où j'étais en tête, et puis malheureusement, tu as une fausse qui ne marche pas, et puis tu fais 21, puis tu perds, et voilà, tu fais 4e quand tu es au pied du podium, c'est toujours un petit peu amer. Mais bon, c'est la compétition, hein. Il faut rebondir là-dessus. On parlait d'idole de tir, on parlait de tout ça, mais tout au long de ta carrière, tu as connu beaucoup de dirigeants. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui t'ont marqué, dont tu te souviens comme étant des messieurs en termes d'organisation et de fédération? Bon, je dirais un quand même qui nous a marqué parce que c'était notre jeunesse, mais qui était vraiment un capitaine d'équipe de France, c'est Maurice Delfaux. Parce que, à part encadrer les équipes de France, il était derrière toi pour te faire tirer, pour te motiver, pour te faire gagner. Quand ça allait pas, il te remontait le moral. Et quand tu pouvais gagner, il était là, quoi. Ah oui, c'est Maurice. Fabuleux. J'ai fait des médailles avec lui, c'est pour souvenir. Hommage à Maurice Delfaux, qui était mon président de club, de ligue et de club. Le pauvre, c'était un grand sportif. C'était un sportif. Il est mort bêtement en voulant. Il était meilleur que les jeunes au vélo. Enfin, il faisait du cyclisme
en tant que vétéran et tout. Et à un moment donné, il y avait un camion qui était garé sur le côté droit de la chaussée. Il était avec des jeunes, il a fait une accélération, il a dit hey, les jeunes, regardez. Il n'a pas fait attention, il a doublé le camion, enfin, il est passé à gauche du camion qui était à l'arrêt. Malheureusement, il y arrivait un camion en face, pauvre Maurice. Mais c'est vraiment un monsieur ceux qui l'ont connu, je crois, l'ont toujours dans la mémoire. C'est sûr. Ouais. On a eu plein de très bons encadrements. Mais bon, oui, c'est ce qui m'a marqué le plus. Jacques-Marie. Après, on a eu Jacques-Marie pendant grand technicien. Oui. Grand technicien. Toujours derrière toi quand même aussi. Et puis après, de l'encadrement. En plus, moi, j'ai fait plus de l'AFU après. Donc, Roger Riard, qui était président de la fédération. Oui, dans les grands déplacements, on suivait les équipes. Oui. Bien sûr. Et puis après, on a eu notre président Julien, là, de la FFBT, qui suivait beaucoup les équipes de France. Quand on a commencé à avoir des DTN, on a eu M. Yannès, qui était DTN à la FFBT, qui était un très grand sportif. Voilà, très motivé au niveau sport. Je pense qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Je ne voudrais pas faire mourir les gens. Non, mais je crois qu'il est. Oui. Et lui, c'est pareil, il avait la façon d'inculquer la gagne et de motiver les équipes de France. C'était des speeches. C'était bien. Et souvent, ces DTN arrivent à parachuter d'autres sports. Et je trouve que lui, c'était vraiment passionné pour le tir. Et que, qu'il ne connaissait pas au début, mais. Voilà. À la fin, il maîtrisait bien les choses et il aidait beaucoup les tireurs. Il était proche des tireurs. Ouais, c'est vrai. Alors, on a parlé des jeunes qui t'occupent de tes petites filles. J'ai cru comprendre que c'était quand même des sportives, en particulier. Ella, qui est une footballeuse. Très, très bonne footballeuse, qui était modeste, mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Et au niveau technique, tu t'en occupes, tu leur inculques quand même certaines bases. Certaines bases, bien sûr, oui. Donc, je les ai éduqués petit à petit, à tirer avec des positions adaptées. Déjà, elles ont lâché. Commencer comment sur des plateaux tout droits. Explique-moi un peu, c'est intéressant. Voilà. Et puis, déjà, il faut avoir un matériel adapté à leur morphologie. On a encore la chance d'avoir une grosse Puma. Une grosse merveilleuse qui s'appelle Puma. Oui, et puis qui va. Qui peut aller dans. Qui va au niveau taille et mesure à leur corpulence. Donc, ça, c'est très important pour les jeunes, d'avoir un fusil à sa morphologie. Après, on commence à tirer des plateaux simples, tout droit, commencer à comprendre l'axe du tir entre le fusil et le plateau. Et puis, petit à petit, on tire. Moi, je les ai fait tirer sur des fausses style américaine, DTL, pour déjà arriver à faire le simulacre régulièrement, faire le bon geste à chaque fois, et puis se préparer à chaque plateau mentalement. Maintenant, elle commence à tirer sur des fausses. Elle tire en refus, et fausses olympiques maintenant. Elle commence à se débrouiller. Donc là, c'est une autre approche. Puis elle a fait un ou deux stages avec des gens qui sont moniteurs de tir aussi, parce que je préfère qu'elle ait aussi des informations de personnes autres. Que le grand-père dit toujours pareil, mais quand c'est perçu par quelqu'un d'autre, elles le perçoivent différemment, je veux dire. Non, mais ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire. Alors après, que le relais soit pris par d'autres entraîneurs, ça fait partie de l'histoire de la vie, mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas passer la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des étapes à respecter. Il ne faut pas dégoûter nos jeunes. Il faut leur apprendre à tirer sur des plateaux accessibles et ensuite évoluer progressivement. Sans les dégoûter. Voilà. Et leur expliquer la technique, qu'ils partent sur des bases saines dès le départ. Et je crois que c'est une leçon peut-être
pas une leçon, Donc, je vois mais un message à passer pour certains, peut-être parents de tireurs ou comme ça. Soyez, soyez patient. avec les jeunes parce qu'il ne faut pas les dégoûter. Hein. Oui. C'est vrai que c'est un sport où on est très technique, mais également le mental. Et il suffit de peu de choses pour que. Ah, mais après, le déclic se met en place, il ne faut pas grand-chose. Une fois qu'il y a le bon geste, après, c'est un vouloir casser. Hein. Alors, ces jeunes là, qui arrivent, je sais que tu es passionné, toi, pour trouver un essor. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui arrivent pour durer dans le temps comme toi, tu as duré? Déjà bon, d'être passionné, et puis bon, il faut aimer la compétition, parce que le tir, c'est une école de modestie. Vous allez gagner un concours, un championnat dimanche dernier. Dimanche prochain, on va faire 15e. Hein. Il y a des gens qui sont plus. La régularité s'acquiert avec les années aussi. Et puis il y a des gens qui sont plus doués à la base. Mais je pense qu'il faut être un peu modeste dans le ball-trap. Tout simplement. Un peu beaucoup. Hein. On peut Voilà. comme tu dis, c'est un des rares sports où on peut être le premier aujourd'hui et le dernier demain. Ça dépend de tellement de paramètres que voilà. Mais avant de savoir gagner, il faut accepter de perdre. Ouais. Et être magnanime dans la victoire, c'est facile. Être un gentleman dans la défaite, c'est peut-être autre chose. Et quand on a démystifié la défaite, je crois qu'on peut aborder de manière sereine les succès dans certaines compétitions. Effectivement, voilà. Est-ce qu'il y a des choses là que tu aimerais dire sur lesquelles je ne t'aurais pas posé de questions et que tu aimerais insister, sur lesquelles tu aimerais insister? Moi, je pense que bon, le tir, il faut, pour réussir un entraînement régulier, mais il faut avoir une envie aussi de gagner. Et je vois des tireurs aujourd'hui qui tirent beaucoup, parce que notre époque, si on tirait, il y a souvent de ball-trap, mais en septembre, de septembre à février, il n'y avait pas de stand ouvert, il n'y avait pas de ball-trap à part une fois pour Noël, ou des choses comme ça. Donc on était une grosse coupure. Quand le ball-trap arrivait, on avait vraiment une grosse envie de compétition et de tirer. Et ça nous a apporté beaucoup au niveau des grandes compétitions. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de très bons tireurs. D'abord, on a, je dirais, beaucoup plus de bons tireurs en quantité, mais en grande performance et en compétition. Il y en a très peu qui réussissent, parce que je pense qu'ils tirent tout le temps, toute l'année, 3 fois par semaine, et beaucoup trop, et il n'y a plus la niaque de la compétition. Je pense que les grands tireurs, comme j'en connais encore, ils ne tirent pas énormément, ils préparent une compétition, donc ils s'entraînent, après ils se préparent avant la compétition. Ce n'est pas forcément en tirant avant la compétition qu'on va mieux tirer. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et j'ai des exemples dans la tête que je ne citerai pas, où de très grands tireurs, je parle des années qui viennent de se passer. J'ai dit tout à l'heure mon ami Michel de Michelis, qui est un grand tireur de ces dernières années, et même maintenant vétéran, qui gagne tout. C'est pas quelqu'un qui tire énormément, et il sait se préparer pour une compétition. Oui. Voilà, c'est Il faut avoir envie de tirer, mais pour terminer ce que j'étais en train de dire, des gars qui tiraient, mais ils vont sur des stands pour tirer 300 plateaux dans la journée, et 3 ou 4 fois par semaine. C'est beaucoup trop. Rien. Il vaut mieux aller faire une bonne marche, un peu d'oxygénation, quitte, j'en sais rien, de musculation un peu, et du tir. Mais il y avait notre maître quand même beaucoup, Jacques Marie, qui disait que à la limite, à l'extrême limite, il vaut mieux tirer 25 plateaux 4 fois par semaine. Mais juste 25, que tu fasses 15, 10 ou 25,
tu fais 25 plateaux par jour. À fond. Et puis, évidemment, c'est souvent pas possible, mais plutôt que d'en tirer 300, où c'est comme une plaque de chocolat, quand tu manges les 2 premiers morceaux, c'est bon. Si tu en manges 4, ça n'a plus aucun goût, et à l'arrivée, tu chopes la colique, quoi. Et pour le baltrap, c'est pareil. J'en connais. C'est le truc, et après, tu sais plus. Il tire. Ouais, j'ai fait un 24, hein, mais ils ont oublié qu'ils ont fait un 18. Quoi. Ouais, et puis, il ne faut pas oublier, quand le 200e plateau tiré d'affilée et le 300e, ça n'a plus rien à voir avec les plateaux que tu tires en compétition, qui sont là, un par un. Un par un, voilà. Et 2 séries par jour, ou 3, pas plus. Donc, bon, faut être présent. Après, on est tous des amoureux du tir. Je serai monteur. Personnellement, moi, je me rappelle comme de lointains souvenirs où je suis aussi arrivé sur des stands en Italie, où j'arrivais de France sur des stands qui là, et puis où je me suis fait descendre plateau vite et j'arrivais. Et le deuxième jour, j'en pouvais plus parce que j'en avais ras-le-bol. Mais il n'empêche que bon, ça peut se comprendre. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Comme tu dis, soit la compétition, soit l'amusement. Puis je serais tenté de dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on est touché quand même. Et quand je dis on est touché, tout le monde, les sociétés actrices sur le monde du bal par l'augmentation de beaucoup de choses, des munitions par exemple. C'est sûr que si au lieu de tirer 300 plateaux par jour, tu en fais que 50, je pense que le budget, les résultats seront meilleurs et le budget sera supportable. Aussi, ça fait partie de la gestion des choses. De la gestion des choses. D'autres choses? Non? Non, je pense qu'on a fait un grand tour de ces années de tir. Ouais. Alors moi, je voudrais déjà te parler de notre amitié, de notre relation d'amis, mais également depuis le départ, le lancement de notre activité, à Sophie et à moi avec la société Shootov, tu es historiquement le premier à avoir participé, incorporé, je cherche le terme, enfin, venu dans la famille Shootov, au plus grand bonheur, à notre plus grand bonheur, et j'espère également. Puis je voudrais dire, par exemple, que j'ai fait des crosses, c'est parce que j'avais pas mal d'idées depuis ma jeunesse, etc. Mais je les aurais peut-être jamais matérialisées si Éric Lanfray, ici présent, n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il venait souvent, on faisait des lunettes, il venait souvent, il nous parlait de crosse, de trucs, et je lui disais, mais crosse, mais machin, ici et là. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais pas, moi, tu m'as amené ça, je vais faire mieux. Parce que j'ai des idées, tu m'arrêtes si je te demande. Et puis un jour, tu es revenu, je lui ai dit, tiens, et ça, c'est quoi? Et ça a démarré comme ça. Donc, et bien, tu as été à la source de ce qui est devenu chez moi une véritable inspiration. Et puis... passion. Parce que ma passion, elle est plus de tirer, de faire tirer les autres, et puis de trouver des solutions originales. Et en ce qui concerne les crosses, c'est un plaisir aussi je continue à participer donc, à la mise en place de ces crosses pour des tireurs et ça m'enchante parce que je vais sur les pas de tir, j'ai toujours quelqu'un qui me demande des conseils ou un petit réglage. Moi, ça me va très bien, ça me fait très plaisir de participer à cette épopée et j'espère qu'on va continuer encore quelques années. Je l'espère aussi. Bon, je te remercie en tout cas, Éric, d'avoir accepté cet entretien. Tu sais que ça m'a fait très plaisir parce que ça me rappelle chaque fois qu'on se rencontre, on se rappelle le bon temps de notre jeunesse. Et puis, comme tu dis, j'espère que ça pourra durer encore quelques années et puis que surtout tu passes le flambeau à tes petits-enfants et puis que
avec nos cannes, nos vieilles cannes, là, on regardera la télé, les futurs Jeux Olympiques, on dira allez là, allez Chloé. Et puis on fera couler quelques larmes quand on les verra. Faire des podiums, voilà. Voilà. Et ben, on espère. Écoute, moi, je suis très content de cet entretien. J'espère qu'on va avoir la force de continuer encore un petit peu notre collaboration et que je vais encore participer un peu à des grandes compétitions qui me motivent encore un petit peu. L'objectif, c'est super vétéran. J'ai bien compris le titre. À bientôt, Eric, et puis et merci pour tout. Au revoir. Au revoir, Pierre, merci.